Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez choisi comme pseudonyme le surnom d'un personnage qui traversait les murs, le passe-muraille. Vous avez plus modestement traversé des continents et des océans. Des vagues d'applaudissements ont justement salué cette voix qui vous a permis de devenir l'élu du public. Bonjour Garou. Bonjour, ça fait plaisir Jacques. Ça fait plaisir parce que ça fait quand même 10 ans que les clés d'une vie existent et c'est la première fois que je vous reçois avec ce parcours incroyable qu'on va évoquer à travers des dates clés à l'occasion de la sortie de ce disque, de cet album, Un meilleur lendemain. Bon, on va pas faire le lendemain, on va faire hier et aujourd'hui, si Parfait. Vous êtes d'accord. On fait tous les temps. Exactement. Alors il y a 4 dates. La première date, c'est, vous l'avez pas oublié, c'est le 16 septembre 1998. Ouais. Le grand soir, un soir qui a changé votre vie. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Le temps de Garou que vous n'aviez pas imaginé, parce que au départ, quand vous êtes arrivé, c'était pour jouer une pièce de théâtre, pas plus. Pas plus, parce que les comédies musicales, ça marchait pas en France, puis parce que moi, c'était une opportunité de voir l'Europe, de voir la France. Je pensais jamais que c'était possible, c'était atteignable. Puis donc, on m'invite à participer à ce spectacle. Oui, j'y vais, ça va être une aventure théâtrale spéciale. Je vais être déguisé tous les soirs, puis les gens me reconnaîtront pas après le spectacle. et en plus, le son qu'on vient d'entendre, si je ne m'abuse, je pense que c'est la réouverture de Notre-Dame. Oui. Donc, c'est la consécration de tout ça, parce que d'emblée, Luc Plamondon me dit bon, tu débarques à Paris, tu veux qu'on se rejoigne à ton arrivée, tu veux qu'on se voit où? Je dis déjà, je connais pas Paris, mais je veux absolument que je dépose les valises à l'hôtel et on se rencontre sur le parvis de Notre-Dame. Mais c'est ce qu'on a fait. Bon. Mais l'opérette ne marchait plus en fait parce qu'en 71 au Châtelet, il y a une opérette W qui a été un échec tellement cuisant qu'on a dit l'opérette est morte. Et finalement, tout a été relancé avec le temps des cathédrales. Alors le problème, c'est que vous espérez ne pas être reconnu dans la rue, mais tout le monde vous reconnaît. C'est ce qui se passe, c'est que bien avant qu'on commence le spectacle, il y a ma première aventure. Donc, quand je disais ma première rencontre avec le Plamondon sur le parvis, on faisait les maquettes. Donc, j'étais venu 3 jours à Paris. J'étais parti au Maroc, en fait, parce que je m'étais dit, tant qu'à traverser l'océan, je vais voir l'Europe et l'Afrique. Et on avait enregistré l'album. Et quand on a présenté l'album, d'abord au Midem à Cannes, il s'est passé un truc. On a fait les premières télés et ça a été un raz-de-marée. Et Belle n'était pas l'extrait. L'extrait, c'était Vivre. Mais le producteur Charles Tallard s'était dit, pour présenter un peu d'autres personnages, Esmeralda va chanter Vivre et les trois gars vont arriver pour chanter Belle. Et c'est Belle qui a fait le tsunami. Et cette chanson, tout le monde la connaît aujourd'hui. Et Richard Cossian m'a raconté l'origine de cette chanson, je ne sais pas si vous la connaissez. Luc Plamondon arrive chez lui en disant « J'ai une idée, on va faire Notre-Dame de Paris ». Richard Cossian dit « Au fou ». Et puis il ouvre son tiroir et il sort des maquettes. Et une des maquettes, c'était la musique de ce qui deviendra Belle. Time. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça s'appelait Time. Exactement. Et Richard au piano chantait Time, Time. Et c'est ce qui a déclenché Luc à trouver le mot Belle pour trouver un mot qui se répète comme ça. Et il a eu cette idée géniale de présenter 3 des personnages qui sont follement amoureux de l'Esmeralda envoûtante. Et ça a créé comme une espèce de boys band ou de 3 ténors qui débarquent pour chanter la flamme à la même fille. Et je pense que tout ça, c'est des éléments qui ont fait que les gens ont ressenti quelque chose de différent, ont vu et entendu quelque chose de complètement différent, parce que c'était très mal arrangé pour faire de la radio. D'ailleurs, les radios n'en voulaient pas de Belle. Pendant longtemps, ça a été numéro 1 des ventes d'albums pendant plusieurs semaines avant que ça joue à la radio. C'était quand même étonnant. Et quand on y pense, Belle n'a ni couplet ni refrain. C'est 3 structures qui partent en modulation et qui sont assez complexes. Mais ça marchait quand même. Ouais. Comme quoi. Il se trouve que la musique chez les Garand, votre famille, c'est une affaire de famille, puisque votre père, lui, faisait partie d'un orchestre, un orchestre familial qui s'appelait les La Bonté. Oui, l'orchestre La Bonté. Mon père, c'est mon première idole.
c'est quand je le vois, il chante pas souvent à la maison, mais quand il se retrouve avec les frères de ma mère, donc la famille La Bonté, c'est mon deuxième nom, hein, c'est le nom maternel, et quand ils se retrouvent ensemble, ils se mettent à faire de la musique pendant la période des fêtes, et ils se transforment tous. On se croirait dans un film de Tarantino, ils se transforment tous en vampires et ils font de la musique, mais c'est beau, il se passe un truc complètement différent des dimanches habituels. Et je trouve ça magique. Donc, à l'âge de 3 ans, je conjure ma première guitare que je vais recevoir à l'âge de 3 ans et demi et je vais vouloir faire de la musique. Oui, et d'ailleurs, c'est avec la guitare de votre père que vous avez débuté sur scène, Garou, dans une église. Dans une église? Pas Notre-Dame, mais une autre. C'est clair, c'est clair. C'était dans le sous-sol de l'église. J'avais pas atteint les hauts niveaux encore. C'était vraiment à la fin de ma classe de 6e année. On nous proposait de faire des numéros là, pour faire un petit spectacle de fin d'année. Et je sais pas comment j'ai osé dire que je chantais et je me suis retrouvé tout seul avec la guitare de mon père qui était bien grande pour moi. Et c'est grâce à ce spectacle de fin d'année que 3 ans plus tard, il y a des mecs à l'école, au séminaire de Sherbrooke où j'allais, qui m'ont approché, qui m'ont dit « Hey, je t'ai vu jouer de la guitare dans le sous-sol de l'église quand on avait 11 ans. Tu joues de la guitare, tu veux joindre notre groupe. » Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Voilà. En plus, vous avez appris le piano, vous avez appris l'orgue, la trompette, tous les instruments possibles et imaginables. Ben, c'est vrai que j'étais curieux. Je suis jamais devenu un virtuose d'aucun instrument de musique parce que j'étais peut-être un peu fainéant, mais j'étais très curieux. Donc, ça compensait. Alors, vous avez commencé, il y a eu plusieurs orchestres. Je crois qu'il y a eu les Windows et Doors, qui était un premier orchestre. Ouais, voilà. Et ensuite, les Intouchables. Ouais, The Untouchables, ça a été le groupe où, en fait, j'avais commencé à jouer accidentellement dans les bars. Je faisais de la musique et il y a plein de musiciens qui débarquaient, même de Montréal, qui faisaient 150 km pour venir jouer avec moi parce qu'ils entendaient dire... que je faisais des buffs où on savait jamais ce qu'on allait jouer, mais ça cartonnait à chaque fois. Et à force de connaître des super top musiciens, jazzman qui viennent me voir, mais j'ai eu envie de faire de la rhythm and blues, de la soul, avec les cuivres et tout. C'était ça, les Untouchables. Et vous avez un maître qui est Ray Charles, qui souriait tout le temps. Oui. Ouais, ben ce que je disais, c'est qu'on l'entend sourire. On n'a pas besoin de le voir, qu'on entend son sourire sur les albums. Je trouve ça fascinant. C'est pas toujours le cas des artistes, mais quand Richard Chauvin, on entend ce sourire, cette apothéose dans sa tête qui se passe. Lui qui est non-voyant en plus, mais il vit tellement la musique intensément. Ça a été ma grande inspiration. D'ailleurs, il y a une chose qu'on sait peu sur Ray Charles, c'est qu'il était un champion d'échecs. Il avait un jeu d'échecs avec des sommets arrondis pour les blanches et des sommets plus pointus pour les noirs, et il gagnait toutes les parties. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Ouais. Et je peux vous dire qu'il aimait beaucoup le whisky. Il y a un moment où on faisait Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès et ils avaient sorti tout le décor de Notre-Dame parce qu'ils avaient déjà booké Ray Charles. Et dans la loge, comme on devait vider nos loges, moi, j'avoue que j'avais une petite collection de dégustation de whisky qui, après le spectacle, il y en a plein qui venaient dans ma loge, on papotait, puis on faisait des petites dégustations. Et j'avais donné à Ray Charles, j'avais laissé dans sa loge un whisky à l'érable et canadien. Et il m'avait écrit toute une lettre après qui avait été hyper touchante. Mais on a failli chanter 3 fois ensemble. Je sais qu'il avait envie qu'on chante ensemble. Puis malheureusement, à chaque fois, il arrivait un truc et il est parti trop vite. Et puis, il y a une chanson qui a changé votre vie bien avant Notre-Dame de Paris. J'aurais voulu être un artiste. Car on ne le sait pas, Garou, mais tout a commencé par une audition dans Starmania. Ouais, exactement. Et une audition que je ne voulais pas faire. C'est un ami qui travaille sur la production des Rolling Stones, qui est à Prague, qui m'envoie un fax. Donc, qui m'appelle pour me dire qu'il a vu un fax passer, qu'il y avait des auditions à Montréal pour Starmania. J'ai dit, ben ouais, puis il dit, ben tu devrais y aller. Je dis, non, j'ai aucune intention d'aller faire Starmania. Et je me vois pas dans une comédie musicale. Et il me dit, tu devrais y aller quand même par prétexte pour rencontrer Luc Plamondon, sait-on jamais. Et le matin de cette audition, j'ai une énorme extinction de voix, mais je fais quand même les 150 km pour aller à Montréal. Et je lui dis, d'office, je vais pas vous faire perdre votre temps. J'ai une extinction de voix, je peux pas chanter aujourd'hui. Et en plus, j'ai pas l'intention de jouer dans Starmania.
Bon, c'est Et bien là, parti. ça l'a fait rigoler. Il a dit, tu veux pas essayer quand même un peu que j'essaie quand même ta voix, que j'entende un peu ta voix. Et j'ai commencé sur le blues du businessman et arrivé au refrain, j'ai un peu craqué et j'ai arrêté. J'ai dit, je peux pas chanter. Mais Luc, je pense, avait déjà eu... il avait craqué pour ma voix. Ma voix a craqué, mais lui, je pense qu'il avait déjà craqué pour ma voix. Et il vous a dit, on se reverra un jour. Et c'est presque 2 ans plus tard que j'apprends qu'ils font des auditions pour Notre-Dame de Paris. Et on m'appelle pas. Donc, je sais que à peu près tout le bottin des artistes québécois sont appelés. Et je me dis, bon, ils m'ont oublié. Et j'ai pas osé appeler le bureau de Luc pour dire, vous vous souvenez pas de moi, vous m'aviez dit que peut-être que... mais finalement, ils m'ont appelé très tardivement. Mais j'ai fait l'audition et instantanément à l'audition, qui était cette fois-ci avec Richard Cochiante aussi, les deux ont complètement approuvé. Ils m'ont dit, on veut te revoir demain matin, c'est toi qu'on veut, comme Quasimodo, c'est clair. Eh bien, ça a été clair et ça a continué ensuite. Une autre date importante dans votre parcours, c'est le 31 décembre 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Garou. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Garou. Nous parlerons tout à l'heure de cet album Un meilleur lendemain, mais on revient à aujourd'hui, ou plutôt à hier, le 31 décembre 1999. C'est un soir où vous devez chanter avec Céline Dion et vous ne vouliez pas chanter parce que c'était la soirée du réveillon et c'est une tradition familiale. Vraiment, quand Luc Plamondon m'a appelé, il m'a proposé ça parce que c'était son dernier spectacle avant sa pause parce qu'il voulait avoir un enfant. Et quand Luc me dit ça, Luc est hyper excité de m'annoncer que les chanteurs québécois de Notre-Dame, on a la chance de faire sa première partie. J'ai dit, ah non, je suis désolé, Luc, mais pour moi, c'est sacré, c'est familial. Et après ça, j'ai dit, OK, alors, 2 conditions. Ma famille peut venir au Centre Bell, qui est un peu le Bercy chez nous. Et donc, ma famille peut venir et je peux chanter un rigodon, qui est une chanson traditionnelle qu'on fait pendant le temps des fêtes. Il m'a dit, bon, la première, ça devrait aller, on va trouver des places, mais la deuxième, je suis pas sûr. Et finalement, on s'est régalé, puis même Céline a adoré l'idée que je fasse une chanson à répondre, on appelle ça une chanson à répondre. Donc, c'est toujours, on fait répondre tout le public, puis ça a mis la fête complètement, quoi. Et le réveillon, en fait, ça vient des Romains. C'était un festin qui prédisait la nouvelle année. Et c'est Jules César qui a mis ça en route quand il a décidé que le 31 décembre serait la fin de l'année. Wow. C'est une chose qu'on sait peu aujourd'hui. Ah non, je savais pas ça. Alors, c'était de prédilection parce que c'est ça. Ça a changé beaucoup de choses puisque pendant les répétitions, ils m'ont invité à aller manger, Céline et René, et ils m'ont proposé de travailler avec l'équipe numéro 1 dans le monde, qui est en l'occurrence la sienne. Et puis c'est ça. 2-3 jours après, j'ai accepté, et 2-3 jours après, on était sur cette scène à se regarder, à se faire des sourires complètement différents avec Céline, parce que là, je ne croyais pas. J'étais en train de chanter avec ma nouvelle patronne, ni plus ni moins. Et je me souviens, le 3e avec qui j'avais souhaité bonne année, c'était Bryan Adams. Et Bryan Adams a composé une chanson sur mon premier album. Donc, tout était là. La boucle était bouclée. Ouais. Quand moi, je me souviens de Céline Dion, débutante dans mes jeunes années, elle venait avec sa maman à Paris, personne ne voulait d'elle. Elle a fait une seule émission de télévision, Croque-Vacances, avec Claude Pierrat, parce que la direction de la télé était persuadée que c'était une chanteuse pour enfants. Ouais. Et heureusement, Elle était trop jeune. Elle était trop jeune, mais elle était déjà fabuleuse, elle avait déjà la voix qu'elle a aujourd'hui. Alors il se trouve que tout commence aussi grâce à une chanson qui a une histoire, une chanson qui est un duo. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Il se trouve, Garou, que cette chanson est née parce que je crois que Céline l'a fredonnée chez elle et ajouté des arrangements et des orchestrations. Ouais, elle faisait des harmonies, donc elle faisait déjà une version un peu duo où, si on veut, elle faisait les chœurs sur la chanson. Et c'est René qui en était témoin, donc son mari est producteur et qui était devenu mon manager à moi aussi. Et souvent, je parlais à René pour les stratégies, pour les choix de chansons, tous ces trucs-là. Et là, il me disait, Céline, elle adore les nouvelles maquettes, dont la chanson du vent. Là. Est-ce que ça te gênerait qu'on essaye en duo parce qu'elle l'aime tellement, elle la chante à la maison. Et donc, c'était une chanson solo d'abord.
et ça a été même compliqué de créer des modulations dans la chanson pour qu'on puisse avoir des parties, parce qu'évidemment, une tonalité d'homme et une tonalité de femme, si ça n'a pas été écrit pour un duo, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est ce qui fait qu'elle a 2 modulations aujourd'hui. Et il se trouve aussi que cette chanson, vous l'avez enregistrée, Garou, dans un studio où il y avait des bougies. Ouais, c'est la seule chanson du premier album qu'on a enregistré à Montréal. Donc ça me plaisait bien parce qu'on avait commencé l'album à Londres, puis après à Los Angeles au Record Plant Studio où j'habitais pendant un mois le Beverly Hills Hotel. C'était complètement une autre vie. C'était dingue, là. C'était la vie comme si j'étais une star mondiale, en fait. Et Céline ne pouvait pas trop se déplacer parce qu'elle était bien enceinte. Et donc, celle-ci, on a enregistré les voix à Montréal, puis on avait mis des bougies partout dans le studio. Le premier vidéoclip, d'ailleurs, en témoigne, mais on le voit jamais, celui-là, mais il y avait une vidéo qu'on avait tournée pour le EPK, qu'on appelle le press kit de présentation. Et c'était ça. C'était Céline bien enceinte, nous tellement souriants. Moi, j'étais heureux de la voir comme ça parce que je l'avais rencontrée. Elle était venue me voir sur Notre-Dame de Paris. Elle était venue nous voir. Elle me connaissait pas. On s'est rencontrés comme ça. Ça a été un coup de foudre instantané, artistique, apparemment pour elle. Moi, j'étais déjà hyper fan, évidemment. Et c'était ça. Ça a été... au début, quand je l'ai rencontré, je me dis comment elle fait pour vivre un succès pareil? Ça a l'air insupportable à vivre. Et finalement, quand on a enregistré cette chanson Sous le vent, elle était en sérénité totale parce que là, elle avait pris une pause. Elle était bien. Elle allait avoir son bébé bientôt. Elle était hyper heureuse. Oui, d'ailleurs, j'ai même cru, certains disent que vous avez pensé que son bébé allait naître dans le studio pendant l'enregistrement. Ah oui, elle était bien enceinte. Alors ensuite, le succès a été immense. Il vous a même dépassé. C'est allé beaucoup trop vite, Garou. C'est dépassement total, parce que dès le premier album, ça part. En même temps, j'ai le plus beau cadeau de la vie. Ma fille va naître. Je suis dépassé par tout. Puis on voyage, on est toujours dans les avions, puis en même temps, je viens de devenir papa. On a des propositions. Je suis déjà sur un combat où Ouais, on est dans le dépassement, mais en même temps, j'ai envie de reculer un peu. J'ai envie j'ai envie de rapidité, mais pas à tous les niveaux. C'est-à-dire que je sens bien qu'eux veulent faire de moi une star mondiale et ça m'intéresse pas. Et là, ça, c'était un peu bizarre. C'est fou, ça. Ouais, c'était pas... Déjà, je pensais pas faire une carrière comme j'ai aujourd'hui, mais j'ai eu envie de ralentir plutôt que de foncer. J'étais pas du tout dans l'intention d'être une star à travers le monde. Et pourquoi, Garou? Je sais pas. C'est peut-être que j'étais traumatisé par des rencontres, justement, où je m'étais imaginé là. Je me disais, non, j'ai pas envie que partout où je vais, tout le monde te saute dessus et tout ça. J'avais eu du mal parce que ça vient de Notre-Dame, en fait. Le succès instantané de Notre-Dame de Paris m'a fait mal. Il m'a fait peur. Parce que moi, j'avais aucune intention de devenir connu quand j'ai vu Notre-Dame de Paris. Puis ça a été... Et très paradoxal, parce que sur scène, Quasimodo cherchait à se faire écouter, cherchait de l'amour. Et dans la rue, c'était l'inverse, je cherchais à me cacher. C'est la seule chose que vous avez ratée, finalement, c'est cet incognito. C'est gentil. Alors, il y a eu un album Reviens après, et cet album, il y a une particularité. Dans la seconde édition, il y a un bonus, c'est cette chanson. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort. Un duo avec Michel Sardou, là aussi c'est un rêve que vous n'imaginiez pas, Garou. Ben, c'est un peu le même principe qui se passe, c'est-à-dire que c'est une chanson qui a été écrite pour solo. Mais c'est un ami qui me dit est-ce que tu fais un autre duo parce que Céline Dion, ça a bien marché. Puis là, j'ai pensé instantanément à Michel Sardou parce que j'étais tout petit quand mes parents ils regardaient Michel Sardou à la télé. Puis j'étais tellement impressionné par la beauté de ses chansons et sa voix exceptionnelle. Et je me suis dit, tiens, Michel Sardou. Et tout de suite, je suis allé dans mon bureau et j'ai ressorti des CD avec des maquettes. Et là, quand j'ai vu le nom de Didier Barbelivien, je me suis dit, tiens, ils ont déjà collaboré, ce serait logique. Et j'ai écouté La rivière de mon enfance.
Et j'ai appelé Didier, je lui ai dit, appelle Sardou, dis-lui, on fait la rivière de notre enfance. Et son enfant, justement, il ne voulait pas être chanteur, Michel Sardou, je ne sais pas si vous le savez. Non? Il s'est échappé du collège, pour prendre l'avion, il voulait ouvrir une maison close au Brésil. Et son père l'a arrêté à l'aéroport. C'est authentique. Bravo, papa. Et puis le meilleur ami de Sardou pendant des années, c'était Johnny, que vous avez rencontré aussi et qui vous a confondu avec Bruce Willis. Oui! Bon, faut dire que c'est un déjeuner où... Oh, c'est incroyable que vous m'ameniez ça. Arrosé, surtout pour lui, très rapidement. Oui. C'était sur l'heure du midi, en plus. Il avait demandé... son avocat avait appelé mon avocat pour lui demander, parce que Johnny voulait qu'on ouvre un restaurant ensemble. J'avais plusieurs restaurants à Paris, des boîtes de nuit et tout. Et on avait un groupe avec lequel on faisait des endroits très sympas. Et il avait su ça, il avait vu un de mes endroits, puis il avait dit, je veux ouvrir un restaurant avec Garou. Comme quoi, il voulait qu'on soit en business ensemble, mais peut-être plus côté pote, je sais pas. Mais je l'ai pas trop su parce que justement, il s'est endormi sur son Xème verre de whisky. Et quand il s'est réveillé, il était dans un drôle d'état. Il m'a dit, ben, t'es Garou, toi. Tu ressembles plus à Bruce Willis qu'à Garou, non? Le temps qu'il se réveille un peu mieux. Mais non, il s'est rendormi. Et finalement, on n'a jamais eu cette conversation parce qu'on devait repartir. Et donc, j'ai dit à son avocat, bon, ben, je saurais jamais quel type de restaurant il voulait ouvrir. En tout cas, vous ne vous êtes jamais endormi sur vos lauriers et on va le constater à travers une autre date, le 18 avril 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Garou. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Garou, son nouvel album Un meilleur lendemain et puis une tournée, on va l'évoquer dans quelques instants. Mais on revient à la date du 18 avril 2004. Au Québec, c'est la première d'une émission dont vous êtes le parrain. L'école des fans. Car au Québec, cette émission est lancée et le premier invité de l'école des fans, c'était vous. Ah oui, je me souvenais même pas de ça, c'est incroyable. C'est fou, hein? Incroyable. Et c'est vrai que cette émission, Jacques Martin l'avait inventée en France. En fait, il était au Japon. Il voit cette émission au Japon. Il l'a importée en France quand il a commencé les dimanches. Et ça a été un succès immense. Et le Québec a repris cette formule. Ah oui, le Québec. Il y a eu de beaux échanges entre la France et le Québec sur des artistes, évidemment, mais beaucoup de concepts télé. Voilà. Et c'est vrai que finalement, l'école des fans, ça vous convient bien parce que vous avez un côté enfant qui vous émerveillait devant tout. Oui. Ben, j'ai toujours dit que c'était la plus grande quête d'un artiste. C'est de garder de la naïveté et de rester enfant pour s'émerveiller. Parce que il faut s'émerveiller pour émerveiller les gens, moi, je considère. Donc, ça a toujours été ma quête numéro 1. Ça a été ma quête dans la recherche de Quasimodo. C'est drôle, j'en parlais cette semaine où Quasimodo était plus jeune que moi dans l'histoire de Victor Hugo et très, très naïf. Et donc, j'ai tout travaillé le rôle dans une recherche de naïveté. Ça m'a aidé. Je me suis dit, tiens, je veux toujours garder ça. Quasimodo, il a existé. On a trouvé des mémoires d'un sculpteur qui a travaillé dans la rénovation de Notre-Dame et il y a un bossu qui est sur le chantier en permanence. Donc Victor Hugo s'en est sans doute inspiré. Probablement que c'est lors d'une visite, une des nombreuses visites qu'elle a dû faire à Notre-Dame pour la sauver. Exact. Et il l'a sauvée avec le roman en particulier. Alors, j'ai découvert aussi quelque chose d'étonnant, c'est que vous avez fait de la télévision avant de faire de la chanson. J'ai repéré une émission qui s'appelle Les Couche-Tôt avec Maxime Desbiens-Tremblay en 96. C'était avant Notre-Dame. Ouais, c'était bien avant Notre-Dame. Ben, c'était un peu juste avant de partir, on va dire. Et j'ai eu la chance dans cette émission d'être un peu directeur musical, un peu animateur du camp, parce que c'était 2 enfants qui animaient le show. Et moi, je faisais la portion musique, j'avais toujours ma guitare en main et tout. Mais ça m'a fait chanter avec des artistes exceptionnels. Donc, et à ce moment-là, le nom Garou, ça pouvait énerver Garou premier. Parce que je l'ai su très tard, parce que c'est des amis qui m'ont appelé Garou. Oui. Donc, quand j'ai commencé à chanter, j'ai écrit Garou. Mais je savais pas que Robert Charlebois se faisait appeler Garou. C'est pas vrai. Ouais. Et donc, c'est dans le cadre de l'émission des Couche-Tôt qu'on a eu la rencontre, parce qu'ils ont provoqué les 2 Garous qui chantaient ensemble.
Et on s'est tellement amusés, on est devenus des amis instantanément. Et Robert m'a dit, tu peux garder le nom, ça me dérange pas du tout, même si j'ai une compagnie qui s'appelle Production Garou, peut-être que je vais faire de l'argent avec toi. Oui, il avait commencé dans les boîtes à chansons et c'est là qu'il avait créé sa compagnie Garou. Mais c'était pas le Charlebois d'aujourd'hui, c'était un Charlebois beaucoup plus contestataire. Oui, beaucoup plus contestataire, beaucoup plus psychédélique. Et c'est vrai que c'était sa compagne Mouf à l'époque qui le surnommait ainsi. Et je pense que le surnom était resté seulement au Québec. Donc, mais quand Notre-Dame de Paris s'est payé la plus grande affiche au monde sur la rénovation du Palais des Congrès, il y avait une grande bâche de Notre-Dame de Paris. Luc Plamondon m'avait dit, bon, qu'est-ce qu'on écrit là? On peut pas écrire Garou parce que Garou, c'est Robert Charlebois. Il faut que tu trouves un nom. Est-ce qu'on écrit Pierre Garand? Je dis, ben non, mais tous mes amis m'ont toujours appelé Garou. Je dis, je sais pas. Puis j'ai gardé mon bout, puis on a écrit Garou. Et c'est resté. Alors, vous avez animé plusieurs émissions de télévision au Québec et en France, mais il y en a une qui a marqué et qui continue à marquer le public français. Eh oui, car vous êtes l'un des 4 pionniers de The Voice, Garou. À une époque où personne ne croyait en cette émission. Exactement. Même moi, j'avais refusé. Ah bon? Ouais. Moi-même, j'avais refusé parce qu'à ce moment-là, j'étais la tête d'affiche au Radio City Music Hall, donc la plus grande salle de Broadway, le plus grand théâtre au monde. 6000 places. Oui. Avec le Cirque du Soleil. Oui. Et c'est le plus grand cadre de scène au monde. C'est un show exceptionnel, tellement gros. Et donc, j'étais là, quoi. Je pouvais pas m'en aller comme ça. J'avais signé mon contrat. Et comme je suis très ami avec les Cirques du Soleil, la deuxième fois qu'on m'a approché pour The Voice, j'ai fait comme, OK, je rappelle le cirque, puis je demande si je peux avoir une permission de sortie. Et puis on a commencé ce show-là. On parlait de naïveté. C'est ce qu'il y avait de plus beau au début. C'est qu'on les 2 premières saisons, on était naïf sur scène. On savait même pas qu'est-ce qu'on faisait. On était hyper authentique puisque on se devait d'être très spontané. Et ça a été 2 années très magiques. Voilà. En même temps, c'était une responsabilité face à ces jeunes. Oui, c'est une responsabilité, mais c'est même... c'est ça, c'est une opportunité de disséquer comme ça, d'essayer de comprendre les voix, les artistes, les âmes, les humains. Puis après ça, c'est d'essayer de les faire progresser le plus rapidement possible. Et vous êtes arrivé dans cette émission qui avait été inventée par John de Mol aux Pays-Bas 2 ans plus tôt. On a appelé ça un télécrochet parce qu'en fait, les premiers radiocrochets avant la guerre à la radio en public, il y avait un crochet. Et ce crochet prenait les candidats qui étaient éliminés, les emmenait en dehors de la scène. Et c'est resté dans le terme radio-crochet, télécrochet. Exactement. Alors, finalement, vous êtes parti, vous êtes revenu en fonction de votre emploi du temps, mais il y a aussi une candidate de la version québécoise qui vous a impressionné. Écoutez. C'est du vent, du faux, les jolies notes de ton piano qui caressent ses grises avant de s'envoler. Charlotte Cardin vous doit beaucoup, je crois, à Garou. Ben, je pense qu'elle avait pas besoin de moi. Charlotte, dès que je l'ai entendue sur la voix au Québec, donc The Voice, l'équivalent bien traduit chez nous, et une voix hallucinante, des possibilités infinies. Et c'est quand Jean-Jacques Goldman m'envoie une chanson pour un album et il me dit je t'ai réécrit un duo. Et si t'aimes la chanson, faut juste trouver avec qui. Et tout de suite, j'ai pensé à elle. Elle sortait tout juste de la voix. Elle avait déjà impressionné. Et je voulais la présenter en France tout de suite. Mais finalement, on n'a pas tellement travaillé cette chanson-là. Mais elle a fait son chemin. Puis elle méritait tellement, même que je l'ai vue cette semaine, Charlotte. Et je lui ai dit, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu trouvais ça long un peu. Que ça arrivait pas. Mais là, c'est complètement abouti, là. Et elle le mérite. Elle était mannequin au départ. Elle a fait un jour une pub pour du prêt-à-porter au Québec. Et c'est comme ça que ça a démarré, qu'elle a été repérée par un producteur de disques. Et je crois que c'est Luc Plamondon qui vous a parlé d'elle pour la première fois. La première fois, c'est vraiment sur l'émission de télé que je l'ai vue et entendue. Et je veux dire, c'est sûr que c'est pas en mannequinat qu'elle nous faisait entendre cette voix fabuleuse. Elle est vraiment un grain à elle, on la reconnaît tout de suite. Tout de suite. Alors, il se trouve que vous avez fait The Voice, mais vous avez fait aussi la voix. J'ai fait la voix. C'est pas la même chose en France et au Québec? Même cette année, j'étais directeur de Star Academy au Québec.
Ben, c'est le même concept, hein, encore de John de Mol. Il y a des productions font des fois de façon un peu différente et font évoluer de façon différente le concept. Mais c'est vrai que j'avais déjà fait 4 saisons que j'avais tourné ici en France quand j'ai commencé à le faire au Québec. Et peut-être que là, j'avais envie de faire autre chose un peu aussi. Mais ça s'est très bien passé. J'ai découvert des super talents. On a tout fait pour les faire briller. Et puis, il y a une autre sélection à laquelle vous avez participé et qui est aussi importante, c'est l'Eurovision. L'Eurovision, oui, Destination Eurovision, que j'ai animé 2 ans, je crois. Oui. Et non, c'était formidable. Et des fois, on retrouve les mêmes personnes. Je pense à Gabriella Laberge, qui avait fait The Voice en France, qui est une Québécoise que j'ai revue au Québec, puis qu'après ça, elle est venue présenter une chanson que j'adorais d'ailleurs, qui est sur Destination Eurovision. L'Eurovision qui est née en 1956, et c'est la Suisse qui a gagné la première fois. Il y a eu un concours diffusé en direct au Canada en 2009 pour la première fois, en 89, et ensuite il y a eu une version de l'Eurovision pour le Canada. Ben, on n'a jamais eu Eurovision comme tel, mais là, ça commence à se faire connaître. Je pense que on va finir par avoir World Vision. Je crois que ça finira comme ça. Et vous serez l'animateur dans le jury. Qui sait? Alors, il y a aussi un autre grand soir de votre vie, je crois, Garou. C'est le jour où vous avez rencontré les Temptations. Ah, wow. Ah oui, mais ça, c'était même... on venait tout juste de commencer Notre-Dame de Paris, en fait. Et j'étais allé à l'anniversaire d'un ami. Et c'était une grande soirée. J'avais rencontré... Karen Mulder, j'en étais déjà très heureux. Et je le connaissais déjà, mais pas autant, où j'ai vraiment rigolé avec Tommy Hilfiger, le designer. Puis après ça, c'est Tommy qui vient me chercher. J'ai chanté avec Mick Jagger ce soir-là. Oui. Et après ça, Tommy Hilfiger est venu me chercher, un peu arrosé la soirée, et il me dit « Ah, viens, on va chanter avec les Temptations. » Et ils étaient en train de chanter « My Girl ». Oui. Et on est monté sur scène, puis on leur a un peu bousillé la chanson, mais ils ont vraiment rigolé. On a bien rigolé. On en a fait une version de 15 minutes. Mais vous mesurez votre privilège, Garou? Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées qui sont tellement folles et exceptionnelles, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'autres opportunités que j'ai eues que j'ai refusées. Et c'est ça qui est encore plus fou. Je ne sais pas si un jour je vais me dire où je vais regretter quelque chose, mais c'est mal parti parce que je ne regrette rien. Oui, et en plus, je pense que ça va continuer parce que vous avez encore tellement de temps et de succès devant vous que ça peut encore créer de nouvelles surprises et de bonnes surprises. Je sais que Otis Williams, qui est l'un des fondateurs des Suprêmes, est le dernier vivant aujourd'hui, et on a tourné une mini-série à partir de ses mémoires sur l'histoire des Temptations à la télévision. Ben, le soir où, justement, j'ai chanté avec les Temptations, juste avant, il y avait les Supremes aussi qui chantaient. Et c'est vrai que il y a eu aussi d'autres choses importantes. Il y a une chose que vous avez aimée aussi, c'est la présidence d'un concours de Miss France. Oui! Ça, pour l'amoureux des femmes que vous êtes, c'est un bonheur. Ah, mais c'est surtout que ça m'avait étonné. Je pense que c'est la fois où ça m'a le plus, pas choqué, mais agréablement choqué, on va dire. Oui, il y a des fois où je me faisais proposer des trucs et je disais, non, mais est-ce que vous êtes conscient que je suis pas français? Oui. Que je suis québécois? Et souvent, on me répond, puis cette fois-là, ça m'avait vraiment choqué. Ils avaient dit, mais non, oui, t'es français. Pour nous, t'es français. Exactement. T'es plus français des Québécois, en tout cas. et puis vous êtes avec les femmes un gentleman, et le gentleman, vous l'avez justement chanté. Le man cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre Alors ça, c'est sommeil. étonnant. Gentleman cambrioleur, le générique du feuilleton par Jacques Dutronc. Pourquoi reprendre cette chanson? J'ai toujours aimé le côté crooner. Il n'y a pas eu beaucoup de chansons swing. Il n'y en a pas des tonnes ici. Et c'était l'idée où je faisais tout un album où je cambriolais des chansons, quoi. Et je les faisais d'une autre façon. Et donc, tout de suite, je m'étais dit, mais quand j'étais tout petit, j'ai regardé cette série, mais dans les yeux d'un tout petit garçon qui regarde ses premières émissions de télé, c'était un peu choquant. Pour moi, c'était un mystère total, ce gentleman cambrioleur. Et la chanson m'avait marqué tout de suite de Jacques Dutronc.
Oui, et c'est Georges Descrières qui jouait le rôle. Et comme il avait des trous de mémoire, ses copains l'avaient surnommé Georges des Gruyères. Non! Si, Il y avait des trous de mémoire. Oui, pendant le J'adore. tournage, c'est extraordinaire. Ça, c'est le passé, mais le présent et l'avenir, c'est un nouvel album qu'on va évoquer à travers la date du 4 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Garou. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Garou, mon invité pour la première fois, mais j'espère pas la dernière parce que vous avez tellement de choses à Avec raconter. plaisir. Donc, le 4 avril 2025 est sorti un nouvel album dont le titre principal est Un meilleur lendemain. Avec le temps, on s'entend pour écrire le refrain. Alors ça, c'est extraordinaire parce que cet album, c'est à la fois un regard sur le passé et un regard vers demain. C'est pas si courant, Garou. Ouais, puis ce qui était spécial, en fait, je pense qu'on se ressemble plus que vous le croyez, Jacques, parce que moi, je vous vois là, fonctionner. C'est fascinant de voir à quel point vous organisez tout seul, vous faites vos recherches tout seul, vous êtes complètement, c'est plus qu'autonome, vous faites tout, quoi. Et moi, à la base, je suis quelqu'un de comme ça. Et après ça, j'ai travaillé avec des équipes fabuleuses, j'ai reçu des chansons. Et plus jeune, j'aurais pensé écrire plus. Et je voulais pas être chanteur, mais j'avais envie d'écrire des choses. Et finalement, dans tout un tumulte, pendant des années, je regardais jamais dans le rétroviseur, j'étais toujours à fond, j'avais pas de recul. Et là, ouais, ces dernières années, j'ai été dans la forêt et j'ai compris quelque chose d'intemporel et d'authentique plus que jamais et je me suis mis en perspective dans cette harmonie de la nature, pourquoi j'existe et tout ça. Donc, recherche, pas la grande recherche existentielle, mais quand même, ma relation avec la nature beaucoup. Et c'est ce qu'il y a dans cet album, qui ne devait même pas être un album, parce qu'au début de l'année, je sortais pas d'album. Hein. Mmh. C'est en faisant Star Academy que je me suis un peu... je disais, allez, bouge-toi les fesses, puis fais un album, parce que j'avais déjà travaillé plusieurs chansons et je pensais à un spectacle où je serais dans l'univers de la nature, où j'amènerais des choses très, 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 très près, justement, des arbres, de l'eau, de tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis très fier de lancer un album qui est mentalement bien environnemental. Oui, et en même temps, vous l'avez réalisé dans la sérénité, ce qui n'est pas si fréquent. Dans la sérénité, c'était pas une commande, justement. Donc, je l'ai terminé en me disant, OK, je vais sortir un album dans 2 mois. Mais c'est des chansons que j'écrivais pour le plaisir d'écrire. Ça a commencé avec ma fille qui a commencé à écrire des chansons. Après ça, ça me donne envie. Puis c'est pour le plaisir en pleine pandémie. Donc, c'est pas du tout l'approche que j'avais des autres albums avant où je me faisais proposer un projet, où je devais choisir des chansons, puis on avait tant de semaines en studio. Je suis allé jusqu'à embaucher mon ami et réalisateur Gabriel Etier pendant 1 année à plein temps. Donc, on était ensemble à faire de la musique à tous les jours. Et c'était un luxe incroyable. Puis voilà, c'est ça, c'est de la pure vérité. Et vous parlez de votre fille Émilie. Elle a composé elle a écrit une chanson, et cette chanson qui est déjà sortie au Québec, elle est sortie dans une nouvelle version en français. Il faut me laisser respirer, me laisser libre de me taire, libre de me laisser faire. Et je veux n'en faire qu'à ma tête et sentir que le temps s'arrête. Embrasser l'ennui si ça me suffit, être le seul maître de ma vie. Lonely Waters, qui est au départ une chanson en anglais, alors qui naît de façon très particulière grâce à un ukulélé. Ouais, c'est quand j'offre en pleine pandémie, on peut même pas s'approcher l'un de l'autre parce qu'on est en quarantaine, donc parce que et ma fille et moi, on arrive d'endroits différents dans le monde. On s'est retrouvés au Québec parce qu'il y avait la fermeture des frontières et tout ça. Et on se voit dans un parc et on marche et on papote, mais on regarde notre distance quand même parce que après ça, je repartais puis elle partait chez sa maman. Donc
Mais j'ai dit, tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Je sais pas si tu vas aimer ça, parce que j'avais essayé de lui faire jouer du piano, de la guitare. Elle voulait pas trop. Et j'ai offre le ukulélé. Et là, elle me saute dans les bras. Je dis, hey! Elle était tellement heureuse. Et 48 heures après, elle avait commencé à composer des chansons, dont celle-ci, que je lui ai volée, que j'ai adaptée, parce qu'elle avait écrite en anglais. Et je trouvais ça beau, parce qu'elle a un peu déclenché tout ce truc-là, justement, parce que c'est une chanson qui parle de solitude, mais d'une marche en forêt, de se rapprocher de la nature et tout ça. Elle l'avait écrite pour le plaisir, hein, sans objectif. Après ça, elle l'a un peu transformée pour moi en anglais. J'ai dit non, je l'avais en français. Puis elle m'a dit, ah non, mais fais-la alors. Ah, papa, c'est toi qui l'adapte. Oui. Et donc, ça a déclenché tout ça. Et le ukulélé, en fait, c'est né aux îles Madère au Portugal. Et un ouvrier portugais a pris le bateau, est arrivé en Polynésie avec son ukulélé. Et c'est comme ça que les Polynésiens ont découvert cet instrument et l'ont adopté ici. Sans blague. Ça vient des îles Madère et du Portugal. Ah ouais, j'ai toujours été convaincu que c'était polynésien. Moi. Eh ben non, ils l'ont découvert grâce à ça. Ah wow. Alors, il se trouve aussi que votre fille, finalement, ce qu'elle aimait avant tout, c'est l'astrophysique. Et d'ailleurs, le plus célèbre, c'est Hubert Reeves, qui est de Montréal. Et c'est vrai que c'est une passion qui n'a rien à voir avec la vôtre. Oui et non. Ça m'a toujours fasciné. D'ailleurs, je suis un très grand fan de Hubert Reeves. Et chaque été, on avait notre moment très important pendant une semaine, mais surtout, il y avait un soir particulier où c'est les Perséides, donc c'est la nuit des étoiles filantes, qui passent chez nous. On allait au bout du quai, au bord du lac, et on passait toute la soirée, on le fait encore cette année avec ma fille, et on regardait les étoiles filantes passer, puis on parlait du cosmos et tout ça. Moi, ça m'a toujours hyper interpellé. D'ailleurs, vous allez le comprendre dans mon spectacle, où je vais amener des planètes et des nouveaux orbites. Mais ça a donné le goût. Ma fille, elle avait écrit un essai pour l'université, et m'avait fait tellement pleurer, puisqu'elle avait écrit... J'ai eu du mal un peu avec mon père parce que l'absence était difficile, mais je me rends compte que toutes mes passions relèvent de lui. Et dont l'astrophysique. Voilà. Et vous êtes devenu une étoile, une star, d'une autre façon. D'une autre façon. Et vous le devez à quelqu'un que vous évoquez dans une chanson. Ces souvenirs de toi sont toute mon essence, immortelle, gravée à jamais. Toutes ces belles phrases ont su donner le sens à ma vie. Un poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube, auquel vous avez rajouté un refrain. Oui, la partie qu'on a entendue là, c'est moi qui l'ai écrite, mais à double sens. C'est-à-dire que dans le poème Demain dès l'aube, il fait vivre quelqu'un qui est parti, en l'occurrence sa fille. Pauline. Ouais, qui l'a quitté, mais dans ce poème est tellement beau parce que justement, elle est avec lui, on sent qu'ils vont se retrouver bientôt, et moi, j'avais envie en même temps, à double sens, donc de garder ça, de faire une chanson pour ceux qui ont besoin de communiquer avec quelqu'un qui nous a quittés, mais en même temps, pour dire toutes ces belles phrases ont su donner le sens à ma vie, ça s'adresse à Victor Hugo aussi. Exactement. Et c'est un de ses plus beaux poèmes. Il l'a écrit en 1856 et on l'a vu pour la première fois dans le recueil des Contemplations. C'est exactement. Alors, il y a un autre personnage illustre que vous évoquez aussi, à votre façon, en chanson. Je pourrais perdre l'essentiel, je pourrais même renier le ciel, m'oublier pour elle, je pourrais partir dans tous les sens, apprendre ou perdre connaissance. Ça aussi, c'est une chanson très particulière, Garou. Ouais. Elle n'est pas née par hasard, notamment la mélodie. C'est né au bout des doigts, d'abord sur les notes de piano de Four-Élise. La lettre à Élise. La lettre à Élise de Beethoven. Et je m'amusais avec cette mélodie à lui construire d'autres accords et de la faire partir dans tous les sens, justement. Et puis après ça, je cherchais un texte et... J'étais avec Gabriel Etier, justement, et j'ai commencé, on parlait des difficultés parfois de couple et tout ça, puis on était tous les deux à se raconter un peu, on était dans une drôle de période, on va se le dire, et là, on en a tellement parlé que le lendemain, je me suis mis à écrire ce texte
dans l'amour pathétique et la recherche et la peur de perdre la personne qu'on aime. Voilà. Il se trouve que cette lettre à Élise, c'est le cauchemar des voisins en général, parce que c'est le premier morceau qu'on joue au piano. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Non, mais c'est pour ça. C'était ça un peu. Le but, c'est l'éveil, en fait. Exactement. C'est l'éveil musical, mais c'est tellement celui qui est récurrent que là, les gens ne peuvent plus de l'entendre. Mais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais la prendre et je vais la transformer un petit peu. Exactement. Et il se trouve que j'ai repéré des internautes qui ont repris la lettre à Élise, mais qui la jouent à l'envers. Ah ouais! Et ça marche très très bien, paraît-il. Ah ouais! Ah ben je pense qu'il y a des groupes rock même qui s'en sont servis pour la faire à l'envers. Exactement. Alors il se trouve aussi que cet album est très intime parce que finalement, ce que vous recherchez le plus, c'est l'intimité. Je crois que vous n'êtes jamais aussi heureux, Garou, que lorsque vous êtes dans votre forêt, chez vous, en train de couper du bois et de préparer du sirop d'érable. Non, mais vraiment, c'est un bonheur, la sérénité, la proximité avec la nature. J'ai hyper hâte de commencer cette nouvelle tournée et je travaille très très fort. J'aurais jamais travaillé un spectacle à ce point parce que ça va être complètement différent. Je vais être seul sur scène, sans musicien, mais avec des dispositifs complètement fous. Oui. Une scénographie très théâtrale où je vais me révéler beaucoup plus, je vais me raconter beaucoup plus. Mais la plus grande envie que j'ai de venir en tournée, c'est de donner le goût aux gens d'aller marcher en forêt et de partir à la campagne et de se mettre en perspective dans la plus grande des infinies natures de la vie. Et ça, pour moi, c'est une mission. Donc, je pars en mission. Une mission avec ce travail énorme parce que vous ne vous êtes jamais livré aussi intimement dans un album. Jamais autant, puis ça va être encore plus sur scène. Bon, je vais rester habillé, hein, mais... Les femmes le regretteront. Non, ils regretteraient peut-être encore plus que j'enlève, mais... mais ça va être... Ouais, c'est vraiment... Sur les images, je travaille avec une équipe d'imagerie qui fait les plus gros shows à l'international. J'ai beaucoup de chance de collaborer avec plein de monde, mais quand va arriver le temps, je vais être... tout seul, à nu. Alors, ça commencera au Québec. Je sais que vous serez à Bobino à partir du 27 janvier et ensuite en tournée dans toute la France. Les dates sont sur Internet. Et dans ce spectacle, il y a une de vos nouvelles chansons, j'en suis sûr, parce qu'elle correspond à ce que vous racontez, Des choses à dire. Si tu veux donner de ton amour, troubadour, pour une confidence ou pour un cri qui surgit, tu sais que ta guitare donne l'espoir à tous ceux qui voudraient voyager. Alors, je trouve que cette chanson, les chœurs, ce sont les élèves de la voix ou de Star Academy. Les académiciens, ouais, 2025. Et oui, parce qu'ils sont en partie responsables justement de la sortie de cet album que je me suis dit, OK, j'ai des chansons, allez, je fais un album, parce que j'avais souvent déclaré que je ferais peut-être plus d'albums. Parce que les temps ont changé, puis les albums, est-ce que vraiment ça vaut la chandelle de sortir autant de titres d'un coup? Et pour plein de raisons, je m'étais posé la question, mais là, ils m'ont donné envie. Et c'est une chanson, justement, sur la contagion musicale et l'envie qu'on a tous de faire de la musique et de la partager. Eh bien, ils ont eu bien raison parce que vous nous auriez manqué. Je sais qu'il y a un de vos rêves que vous n'avez pas encore accompli, c'est piloter un avion. Oui. Avion et hélico. C'est deux rêves que j'avais. Ouais. J'avais commencé mes cours d'hélico, mais je les ai pas terminés. Et je sais pas, des fois je me dis, parce que souvent je le fais et avion et hélicoptère dans mon casque virtuel. Et donc là, je prends les commandes et j'y vais, puis je fais des vols. Mais dans les vraies choses, j'ai arrêté peut-être en me disant, je vais garder ça comme un rêve pour plus tard. Mais là, c'est vrai que le temps file et je devrais peut-être m'y remettre. Ouais. Je pourrais très bien finir comme un certain Belge qu'on appelle Jacques Brel. Oui. Oui, mais là, vous avez encore plus de chansons à faire. Et puis, de toute façon, pour l'instant, c'est votre album qui va prendre son envol. Et cette nouvelle tournée. L'album Un meilleur lendemain. La tournée en France à partir du 27 janvier à Bobino et au Québec avant pour celles et ceux qui nous écoutent. Merci Garou, et puis revenez quand vous voulez dans cette émission parce que vous avez une vraie passion et plein de choses à raconter. Je suis sûr qu'on a encore plein de choses à se dire. Merci Jacques, oui, on a à se connaître encore mieux. Merci Garou, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.